J'invite Jacques Véry à venir prendre place ici. Je vous en prie, Jacques, installez-vous. On vous cède le micro, on vous cède la zapette. Vous êtes professeur d'agronomie à l'Institut Agro, directeur de la politique et des relations internationales de l'Institut. Et vous avez également été, et ça c'est important de le préciser, de 2018 à 2021, directeur scientifique de l'ICARDA, une des banques de gènes internationales du CGIAR, dont Nicolas Roux nous parlera tout à l'heure. Alors pour lancer cette journée, Jacques, vous allez nous brosser le tableau des enjeux de la conservation des ressources. Je vous en prie, c'est à vous. Merci et bonjour à tous et merci donc à l'Institut Agro Rennes-Angers, au campus d'Angers pour cet accueil et aussi évidemment à la Fondation et à la chaire pour l'organisation de cette journée et m'avoir permis de témoigner avec une difficulté qui est, j'ai quelques messages à vous passer, mais mon rôle est surtout d'introduire la journée, c'est-à-dire les questions de la journée et les thématiques de la journée. Donc, ça veut dire qu'il y aura pas mal, je pense, générer pas mal de questions. Je ne sais pas si on pourra y répondre à toutes, mais certaines seront de toute façon traitées dans les parties qui suivront. Alors, je vais vous parler effectivement avec deux angles de vue, celui de l'Institut Agro et de ma carrière de professeur. Je vais vous parler avec des échos avec ce que j'ai fait, avec ce que faisaient mes collègues au centre de l'ICARDA. L'ICARDA, c'est un des 13 centres internationaux de recherche agronomique pour le développement au Sud. Hein. Donc vous aurez tout à l'heure une présentation plus large sur la façon dont ces centres sont organisés. L'ICARDA, ce n'est pas qu'une banque de gènes comme ces centres-là. Hein, et c'est ce qui m'avait motivé pour aller travailler dans ce centre, c'est qu'on y fait des ressources génétiques, de la sélection, de l'agronomie, de la gestion de l'eau, de la gestion des exploitations et des filières. Et donc c'est à la fois très interdisciplinaire et aussi très finalisé. Les financements de ces centres-là, et l'ICARDA en particulier, ne sont pas spécifiquement pour développer la recherche, mais pour rendre la recherche efficace pour le développement. Donc on est beaucoup sur le maillon entre la recherche académique et les acteurs économiques. Ce qui finalement fait écho aussi à la façon dont l'Institut Agro pense sa stratégie scientifique. Je ne pourrais pas m'empêcher de prendre comme exemple les légumineuses alimentaires. On en a parlé tout à l'heure, mais bon, en préparant cet exposé, je me suis rappelé qu'en 1982, je plantais mes premiers essais de comparaison des différentes espèces de légumineuses alimentaires qui pouvaient pousser en France, et avec un regard particulier sur la question de la variabilité génétique qui existait ou que j'avais pu collecter. Donc je ferai un peu des allers-retours parfois avec ces questions-là parce qu'elles sont aussi un peu d'actualité. Alors, je ferai une présentation en trois parties. La première, davantage sur les enjeux. La deuxième, beaucoup plus courte, sur pourquoi les ressources génétiques sont importantes par rapport à ces enjeux. Et la troisième, également plus courte, sur un argument qui sera après plus développé dans les discussions suite à l'exposé de Nicolas Roux, sur pourquoi je pense qu'il serait important de collaborer davantage avec les instituts du CGIAR, et que je pense que cette chaire en particulier, l'Institut Agro en général, mais cette chaire en particulier, pourrait jouer un rôle dans un maillon que je considère assez faible pour le moment. Donc première chose, c'est pourquoi les ressources génétiques, par quoi sont-elles questionnées par le besoin de transformation des systèmes agroalimentaires? Le changement climatique, évidemment, est important, on va en parler beaucoup, mais en fait, cet enjeu-là s'interpénètre avec trois autres enjeux, hein, celui de la transition alimentaire, celui de la transition écologique et celui du développement durable, hein, en sachant qu'il y a un certain nombre de synergies entre l'adaptation au changement climatique et ces trois transitions. Mais il y a aussi parfois un certain nombre d'antagonismes ou de compromis qu'on n'a pas toujours la capacité à la fois de comprendre et aussi de manipuler dans le bon sens du terme. Alors j'ai listé 6 enjeux différents qui concernent les ressources génétiques et leur utilisation et la sélection et la semence. La première, c'est celui évidemment de rechercher des variétés qui soient plus adaptées au stress biotique, hein, qui sont accentués par le changement climatique mais qui existaient déjà. Hein.
dans le centre dans lequel j'ai travaillé, on travaillait sur des grandes cultures comme le blé, l'orge, les légumineuses, l'élevage ovin, dans des zones qui allaient entre 600 mm de pluie au nord du Maroc et puis 100 mm au bord du désert. Donc je pense qu'il y a ces contraintes-là, elles existent déjà, elles sont en général accentuées dans leur intensité et dans leur fréquence. La deuxième, c'est des variétés qui puissent répondre aux bioagresseurs émergents, enfin actuels ou émergents ou renforcés par le changement climatique. La troisième, c'est des variétés qui permettent vraiment une vraie rupture agroécologique. Et je pense qu'on en est encore loin sur un certain nombre d'éléments. Et je pense que là, les ressources génétiques et la sélection ont encore beaucoup à faire. Ensuite, des variétés qui permettent aussi de vraies ruptures dans la transition alimentaire. J'illustrerai ça aussi par les légumineuses. La question qui m'a toujours, enfin en tout cas qui est très typique dans le cas des légumineuses, c'est est-ce que pour s'adapter il faut changer de variété ou est-ce qu'il faut changer d'espèce? Donc, et puis le dernier point aussi qui me semble important, c'est le fait de penser aussi les systèmes semenciers dans leur diversité, de pouvoir promouvoir, combiner différents types de systèmes semenciers, notamment pour s'adapter à la diversité des espèces. On ne peut pas travailler de la même façon les ressources génétiques et la sélection au plan mondial d'une culture comme le blé et d'une culture comme le pois d'Angole ou la lentille. Donc, quelques illustrations. Donc, des variétés plus adaptées au changement climatique, ça veut dire évidemment adaptation à la chaleur. Tout le monde y pense. Adaptation au froid, on y pense beaucoup moins. On a aujourd'hui des problèmes sur le chou-fleur parce que la vernalisation ne se fait plus parce qu'il ne fait pas assez froid en hiver. On a des problèmes de gel sur les fleurs pour les céréales parce qu'elles se développent plus vite et la floraison se déroule à un moment où il fait plus frais. Et puis évidemment des problèmes de gel par exemple sur la vigne parce qu'elle débourre plus vite. Troisième point, c'est l'adaptation au déficit hydrique. Alors je ne vais pas aller dans le détail, mais ça veut dire passer par des choses qui sont des complémentaires ou qui peuvent être parfois antagonistes entre plus de précocité, des enracinements plus forts, une couverture plus précoce du sol pour éviter l'évaporation, et puis des variétés vraiment plus efficientes, c'est-à-dire produisant plus de biomasse pour chaque litre d'eau transpirée. Et ça, je dirais que c'est vraiment pas facile. L'histoire de la sélection depuis 40 ans là-dessus me semble pas, mérite d'être revisitée parce qu'il n'y a pas eu, à mon sens, de rupture très forte, sauf peut-être dans des espèces comme le maïs dont on parlera tout à l'heure. Mais ne pas oublier l'adaptation aux excès d'eau et aux températures. Je pense que tous les agriculteurs qui ont perdu des hectares et des hectares de blé parce qu'il y avait trop d'eau dans les champs, et je vous montrerai un exemple là-dessus. Et puis, le regarder toujours en cohérence avec l'objectif de production. Par exemple, il y a des antagonismes très forts entre l'efficience de transpiration et la production de biomasse. On a eu souvent des contre-sélections sur le rendement parce qu'on avait des variétés très efficientes en eau, mais elles produisaient finalement plus grand-chose, surtout si on s'inspire des espèces qui poussent dans les déserts. Alors pour illustrer ça, deux exemples de variétés sur lesquelles on travaillait quand j'étais en Égypte, et je pense qu'ils peuvent avoir un sens en France. À gauche, des variétés de blé tolérants aux fortes températures, sélectionnées dans une zone au Soudan, dans une station expérimentale sur laquelle se faisait le crible au départ, en mentionnant quand même que ces variétés sont résistantes, mais elles sont toutes irriguées en Afrique, dans ces blés-là. Et par exemple, je n'ai jamais réussi à ce que nos sélectionneurs à l'ICARDA travaillent sur la résistance à la chaleur dans des conditions où on n'irrigue pas les plantes. Bon, parce qu'on irrigue toujours un peu les essais, etc. Et puis l'autre exemple tiré d'un autre travail en Jordanie, c'est des orges adaptées à l'accès d'eau précoce. Dans ces zones-là où il tombe 120 mm d'eau par an, c'est-à-dire il pleut quelques fois dans l'année, le développement des cultures peut se faire avec des cultures semées dans les bas-fonds, comme ça, ce qu'on appelle les marabes, qui en fait vont être noyées sous l'eau pendant une semaine, peut-être 2 fois dans l'année, chaque fois qu'il va pleuvoir. Et dans ces systèmes-là, on montrait qu'on pouvait produire 5 tonnes de biomasse, d'orge, dans un endroit où il tombe 120 mm. Mais si la variété est morte au bout d'une semaine sous l'eau, on n'a pas gagné. Donc vous en saurez plus, enfin on pourra aller plus loin avec lors de l'exposé d'Alain Charcosset sur le maïs.
Des variétés pour répondre aux bioagresseurs émergents, j'ai pris juste un exemple sur lequel on travaillait, qui n'est pas le plus parlant, hein, celui du charançon rouge du palmier, sur lequel on travaillait dans le golfe Persique en particulier, qui finalement aujourd'hui devient un parasite aussi important en France, même si ce n'est pas sur des cultures alimentaires, on en parle quand même beaucoup. Et puis je vous ai mis à côté une conférence qui date déjà de bientôt 10 ans, pardon, sur la question de l'adaptation du mildiou en lien avec le changement climatique. Donc pour dire que c'est peut-être quelque chose dont on parlera moins aujourd'hui, mais ne pas oublier cette dimension bioagresseur, surtout qu'on veut réduire les pesticides. Alors des variétés qui permettent des ruptures agroécologiques et de vraies ruptures, ça veut dire pouvoir vraiment développer des systèmes, avec les 4 exemples que vous avez là, hein, de systèmes sur lesquels on va semer, qui sont en permanence sous couverture végétale. Donc il faut des variétés qui puissent lever dans les conditions que vous avez à gauche, sous un couvercle qui n'est pas mort, par exemple. Évidemment, des variétés adaptées à l'association avec d'autres, des variétés adaptées à être cultivées sous des arbres ou sous des panneaux solaires. Voilà 4 types d'exemples où en fait je pense qu'il n'y aura pas de vraie rupture si, si la sélection ne contribue pas à produire des variétés qui soient vraiment conçues par rapport à ces systèmes. Et juste pour vous donner un exemple, on travaillait aussi à l'Icarda, on travaillait en Inde dans notre station sur la sélection de variétés de lentilles de 60 jours pour pouvoir être semées entre 2 riz ou entre un riz et un blé, donc à cycle extrêmement court. Et là, sur la droite, elles ont été utilisées finalement, enfin des variétés de ce type au Maroc pour travailler sur des cultures en relais qui combinent en fait le relais d'une culture d'hiver non irriguée avec une culture de printemps irriguée au goutte à goutte, hein, en l'occurrence de la lentille qui, vous voyez, est prête à récolter, avec à côté soit des cultures légumières, soit des cultures fourragères ou à production de graines. Donc je pense que ça, c'est un exemple où on ne peut pas penser même travailler sur ces cultures en relais dans les zones sèches si on n'a pas d'abord ce type de variété. Des ruptures dans la transition alimentaire, ça je prendrai l'exemple du pois chiche. Hein. Le paradoxe, on voit en France un développement très rapide de différentes formes d'utilisation d'une culture comme le pois chiche. Hein. On a encore plus de la moitié qui est consommée, vendue sous forme de grains secs et de conserves. Mais il y a plein d'autres applications, enfin d'autres types de produits qui se développent. Pardon. Mais aujourd'hui, ces produits ne sont pas développés en tenant compte de la variabilité génétique. Quand je discute avec mes collègues qui travaillent en recherche là-dessus, je dis quelle variété vous utilisez? Ben, ils disent il me faut 100 kg de graines, donc je prends ce que je trouve. Voilà. Et parfois, ce n'est même pas des variétés inscrites. Et je voulais mettre ça au regard avec la variabilité qui peut exister sur une espèce comme le pois chiche. La photo de gauche vous montre que tout le monde connaît le pois chiche à grains blancs, mais il y a bien d'autres, il y a pratiquement toutes les couleurs dans la nature. Et le problème est qu'aujourd'hui, et là je vous ai mis une photo qui date de 1988, c'est un essai qu'on avait fait chez Top Semences, finalement on travaille ces variétés pour l'adaptation à la culture en France. Mais on ne les travaille pas sur l'adaptation au process de transformation. Et donc on est toujours à marcher sur une seule jambe. L'exemple que je montre là, c'est une variété à grains noirs, de pois chiche à grains noirs, qu'on avait sélectionné à l'époque pour nourrir les animaux et ne pas faire de concurrence au marché de l'alimentation humaine, et qui finalement s'est révélée très intéressante sur certaines productions de certaines farines. Mais c'était le hasard, et je pense que les généticiens peuvent faire mieux que le hasard, même s'ils jouent parfois un peu avec. Alors, changer de variété ou changer d'espèce, j'ai mis à droite un article qu'avait fait une de nos doctorantes avec ma collègue Hélène Marou, où on avait étudié, donc en relation avec une coopérative dans le sud-ouest, pardon. On avait recensé toutes les variétés de légumineuses alimentaires utilisées dans le monde. Vous voyez qu'on arrive à 43 espèces différentes, dont pratiquement, pour les avoir testées, au moins une moitié poussent en France. Donc c'est pas simplement, certaines ne sont pas adaptées, mais d'autres le sont. Et je vais mettre ça en face avec les questions. Voilà, est-ce qu'il faut chercher des variétés? Alors typiquement, des choses sur lesquelles on travaillait déjà avec l'UNIP dans les années 90, chercher des pois qui soient adaptés à la chaleur et au déficit hydrique.
à ma connaissance, il n'y a pas eu de gros progrès dans ce domaine. Et en même temps, on posait la question, est-ce qu'on a une plante comme le pois chiche qui est déjà bien adaptée à la chaleur et à la sécheresse, mais elle n'était pas forcément adaptée ni au marché ni au terroir. Donc je pense que c'est un exemple où on peut se poser la question. Et là, c'est intéressant d'avoir une analyse génétique, jusqu'où on peut aller au sein d'une espèce par rapport à faire l'autre chemin dans une espèce qui est adaptée, mais qu'il faut adapter au marché ou au process de transformation. Alors, les systèmes semenciers mieux adaptés à la diversité, là, je pense que Nicolas en parlera peut-être tout à l'heure, mais au niveau du CGIAR, il y a eu un gros travail dans le cadre de la réforme, de la fusion, enfin pas la fusion, mais de la collaboration entre les différents centres autour de l'innovation génétique et des systèmes semenciers, avec un livre blanc très intéressant qui mettait l'accent sur l'importance de systèmes semenciers performants pour pouvoir accompagner le développement de l'agriculture, hein, mais qui mettait l'accent sur le système dit traditionnel ou dominant, c'est-à-dire le système qu'on connaît tous, hein, où on a un processus de sélection, de certification, des systèmes de protection et de rémunération, etc. Et donc, un peu en écho ou en miroir à ça, j'étais amené à travailler dans un groupe qui était coordonné par un collègue du CIRAD, hein, dans le cadre de la CRAI, qui est la Commission nationale sur la recherche agronomique internationale, sur la diversification des systèmes semenciers. Et là, on a travaillé sur des idées reçues par les promoteurs du système, qu'on va dire, dominant, ou idées reçues par les promoteurs de systèmes totalement alternatifs. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais on en avait parlé à cette époque-là déjà avec les collègues de la chaire et aussi avec Jean-Marc Bournigal. Hein. Je pense que ce travail, qui est un peu en déshérence, parce que tout simplement les gens ont fait autre chose, serait intéressant à reprendre par la chaire. Et le rapport qu'on avait produit, finalement, donnait un angle d'attaque qui était celui des idées reçues autour de l'efficacité incontournable du modèle dominant. Ouais, je dois dire que pour avoir dirigé un centre du CGIAR, il y a quand même un gros hiatus entre le nombre de variétés qu'on sort tous les ans et ce que les agriculteurs cultivent. Hein. On avait fait une étude au Maroc. 80% des variétés de blé au Maroc étaient issues des programmes de sélection de l'Icarda et du CIMIT, mais datées d'il y a 20 ans. Et ça, l'analyse montrait que c'était lié au système semencier et à ses défaillances. La deuxième chose, c'est la prétendue inefficacité des systèmes semenciers alternatifs, semences paysannes et autres, pour nourrir le monde. Hein. Donc là aussi, on avait listé un certain nombre d'idées reçues. Et la troisième, assez populaire aussi dans les milieux sur les systèmes alternatifs, c'est que la génétique et les nouvelles technologies n'ont pas de rôle particulier à jouer, sont même, je dirais, non désirables dans le cadre de systèmes alternatifs. Donc voilà. Si la chaire et Semae ont quelques... voilà, peut-être mettre ça dans votre agenda pour les années qui suivront. Alors, je termine, je passe au troisième point, mais je termine rapidement. Pourquoi est-ce que la conservation des ressources génétiques et surtout leur utilisation, enfin, vu du point de vue d'un agronome, est importante pour répondre à ces défis? Je vais juste l'illustrer par un exemple particulier. Si vous allez sur le site de Terre Innovia, qui est l'interprofession, enfin l'Institut technique des légumineuses, vous pourrez vous apercevoir qu'il y a 10 variétés de lentilles inscrites au catalogue, mais 80 à 90% des surfaces en lentilles semées en France sont avec une variété, Anicia, qui date déjà d'il y a longtemps, ce qui n'est pas un défaut en soi, mais qui surtout est une variété à grains verts et ça ne correspond pas forcément à tous les besoins. Si on veut faire du dalle, ce n'est pas la bonne variété, par exemple. Et je mets ça en écho avec les ressources génétiques qu'on gérait à l'Icarda, puisque l'Icarda est dans le système CGIAR, le centre qui a en charge la gestion des ressources génétiques au niveau de la lentille, de la gesse, de la fève et du pois chiche kabouli, c'est-à-dire à grains clairs. Bon, ça veut dire que dans ces banques de gènes, il y a aujourd'hui 38 000 variétés de légumineuses alimentaires, dont à peu près 12 000 de lentilles. Donc quand on me dit... voilà, on n'a qu'une variété. Je dis, mais vous pourriez peut-être travailler avec des centres qui, elles, non. On travaillait sur 4 espèces. Je cite le graspi, hein, la gesse, qui est aussi une espèce qui a disparu en France depuis plus de 50 ans, mais qui est intéressante par son adaptation au froid et à la sécheresse. Et quand j'étais à l'Icarda, on a eu à gérer
la sauvegarde quelque part de la collection qui existait en France de Gess. Et quand on a comparé la collection de nos collègues de l'université de Pau avec celle qu'on avait, plus de la moitié des génotypes, des accessions étaient déjà dans nos collections. Donc, mais c'était que la moitié. Donc ça, vous verrez tout à l'heure, on en parlera plus avec la table ronde. Et je vais terminer par le troisième point, que je laisserai plutôt pour une discussion plus globale, hein, pour un petit plaidoyer pour une collaboration internationale nord-sud et sud-sud sur les ressources génétiques en partenariat avec les centres du CGIAR et bien sûr les banques de gènes chez nous. Mais je pense que... Alors là, j'ai gardé l'exemple d'un... Donc j'ai mis l'exemple d'un rapport qu'on avait fait en 2019 avec mes collègues de l'ICARDA, à un moment où on venait d'arrêter le programme de sélection de la FEV et où on venait de licencier le dernier sélectionneur sur le pois chiche qui nous restait, tout simplement parce qu'on n'avait pas de financement pour les maintenir, lié au fait que ces espèces ne sont pas des espèces majeures en Afrique subsaharienne. Et ça peut se comprendre, même si elles sont cultivées dans des pays comme l'Éthiopie. Et donc, le paradoxe... Enfin, j'ai essayé à cette occasion, en discussion avec Terrinovia, on avait même monté un projet, de dire mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose à bénéfice mutuel, hein, avec une approche un peu globale, et dans un contexte où il n'y a pas de vraie compétition, c'est-à-dire que les légumineuses alimentaires qui se développent en France, ce n'est pas pour exporter à bas coût en Afrique, c'est pour faire des produits de haute valeur ajoutée, en tout cas de qualité. Et j'ai mis à droite, donc, dans ce rapport, l'exemple pour montrer quand même qu'on a fait une synthèse sur les 10 ans qui avaient précédé. On avait envoyé en Europe plus de 163 séries de génotypes. Ce sont des essais dans lesquels il y a 20-25 variétés qui sont au stade F6, F7 ou F3, ça dépend, et qui étaient envoyées aux universités, à qui en voulait, et aux entreprises de semences françaises, hein, ça existe aussi en céréales, pour des fins de recherche, mais avec la possibilité, selon certaines conditions, de développer des variétés. Hein, c'est pas... Mais il se trouve que on a pu recenser que près d'une trentaine de variétés inscrites aujourd'hui au catalogue en Europe, en pois chiches et en lentilles, venaient directement de ces collections, sans qu'on ait jamais eu le moindre retour financier, alors que c'est prévu normalement à travers le traité international. Et donc finalement, ça montre qu'il y a quand même un intérêt à collaborer ensemble, puisque, mais comme cette collaboration, elle se faisait, j'ai plaidé à ce moment-là pour qu'on travaille en amont, c'est-à-dire qu'on était équipé au Liban pour croiser des variétés, des lignées de pois chiches ou de lentilles. On pouvait très bien faire des croisements à façon pour des partenaires pour financer cette infrastructure que nous avions. On développait aussi du speed breeding à l'époque, hein, pour faire 10 générations de pois chiches en 3 ans, par exemple. Donc, et puis, évidemment, de l'édition du génome. Donc, voilà, je voulais terminer là-dessus pour dire que ça, c'est resté aussi en jachère. Hein. On n'a jamais eu de financement particulier. Mais je pense que ça reste un sujet d'actualité. Et puis, voilà, je voulais aussi terminer pour dire que j'ai parlé des espèces que je connaissais le mieux, mais on est en train de... Enfin, il y a le même type de problématique qui se pose sur des cultures comme le niébé, hein, par exemple, qui sont importants pour l'Afrique, mais qui pourraient être intéressants aussi en Europe. Donc, merci pour votre attention. Et donc, je laisse la parole à l'animateur, mais on n'a pas... Vous restez avec nous, on vous applaudit d'abord, Jacques. J'ai été dans le mauvais sens, là. Hop. On va revenir, vous inquiétez pas, on va reprendre la main. Avez-vous des questions ou des réactions par rapport à l'intervention de Jacques, avec la limite, bien sûr, que si c'est développé plus tard dans la journée, on ne s'étendra pas. Voilà, vous êtes à la disposition pour préciser, compléter, voilà, répondre à vos questions si vous en avez sur cette première présentation qui nous a brossé les grands enjeux. Vous avez brossé tout, hein. Gardez le micro, Jacques, je vous en prie. Je n'ai pas pu m'empêcher de choses qui me tiennent à cœur depuis 40 ans, même si je les ai toujours travaillées un peu en marge de tout le reste. Voilà. Avez-vous des questions ou une réaction par rapport, ou une demande de précision? S'il n'y en a pas, on va passer à la suite, hein, parce qu'on n'est pas en avance, donc on va essayer de rattraper notre temps.
Monsieur, je ne vous avais pas vu, je viens vous voir. Je vais vous demander, même si moi je vous connais, de vous présenter d'une seconde, bien sûr. Oui, bonjour. Donc Alain Charcosset. Merci beaucoup, hein, j'ai trouvé ça très clair. Les 6 points A, je pense que ça pose vraiment très très bien les enjeux de mon point de vue, donc merci beaucoup. Ma question porte sur le point A3 et la transition agroécologique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut coupler la transition agroécologique avec l'idée de nouveaux produits et de nouvelles filières pour donner de la plus-value à ce qu'on va produire, susceptible de financer des modes de production qui pourraient peut-être être plus coûteux. Ou est-ce qu'il faut viser d'emblée les marchés plus importants et viser des systèmes de production qui pourraient être compétitifs à l'export même? Voilà. Je ne sais pas si je suis clair en posant la question comme ça. En fait, Alors, je pense qu'il y a 2 éléments dans la question, si j'ai bien. Oui. Le premier, c'est j'ai parlé du rôle, à mon avis, disrupteur, dans le bon sens du terme, que peut jouer la sélection et l'existence d'une variabilité génétique qui permet d'appliquer des techniques qui seraient plus difficiles à appliquer. Hein. Et donc, avec la question du positionnement par rapport à la valeur, au produit lui-même. Donc, là-dessus, tout de suite, je pense que l'agroécologie la rupture agroécologique ne se fera pas si derrière on n'a pas des marchés pouvant valoriser ces produits. Et comme je l'ai expliqué, dans certains cas, on peut avoir des variétés qui sont bien adaptées à ces systèmes, mais dont le type de grain, par exemple, ne correspond pas au marché. Et du coup, c'est pas la peine c'est pas une vraie rupture pour moi. Donc, il faut relier ça à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'on n'intègre pas assez aujourd'hui. Dans la transition agroécologique, on intègre le fait qu'elle ne se fera que si elle contribue à un système alimentaire, si elle est intégrée là-dedans, mais on n'intègre pas le fait que du coup, la sélection devrait s'intéresser, il va falloir coupler les caractères qui permettent cet accès au marché ou ce type de produits innovants avec une adaptation aux nouvelles conditions de production. Et les exemples que j'ai cités sur les légumineuses sont assez typiques, quoi. C'est un peu ralent quand même de voir que, à ma connaissance, je n'ai pas vu de grands programmes de sélection sur les légumineuses alimentaires pour s'adapter aux nouveaux types de production qui sont recherchés. J'ai quelques exemples quand on a travaillé. Je sais que, par exemple, la société Bonduel travaillait sur des pois chiches verts pour mettre dans les salades. Mais cette variété, ils ont été la chercher au Canada, parce qu'elle était au Canada, mais elle avait été créée à partir de ressources génétiques de l'icrysate, en l'occurrence. Hein, puis c'était... Donc, je pense, voilà, si c'est ça le... Non, c'est tout à fait ça. Le Après, couplage est important. C'est l'ensemble. Il y a la question de l'export versus l'interne. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de quelle est la surface dont on aurait besoin. C'est-à-dire que si on a des marchés trop de niche, ça va concerner de petites surfaces. Et donc, ça peut ne pas correspondre aux besoins des systèmes de production. Pour prendre un exemple, quand on a travaillé avec les coopératives dans le sud-ouest sur le pois chiche, ils cherchaient une plante de printemps non irriguée qui permette de rompre les rotations dominées par des cultures d'hiver, par exemple, colza blé orge. Et c'est vrai que là, la question, c'était quelle peut être la taille du marché pour être sûr qu'on peut proposer à tous les agriculteurs qui le souhaitent d'avoir une culture de pois chiche tous les 3 ans. Et on en est loin parce que le marché n'était pas en rapport avec ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Y a-t-il une autre question ou une réaction, tout simplement? Madame, je vous ai vu. D'abord, madame, je reviens vers vous, Olivier. Valérie Bergeau, INRAE. Donc, je travaille en inter-institut à la coordination des centres de ressources biologiques de plantes pour les académiques français. Donc, ma question, c'est sur les solutions. Vous dites solution, on change d'espèce ou on change de variété. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qui serait
concordance avec ce que vous avez évoqué sur l'agroécologie, qui est le multivariétal et le multi-espèces. Alors, bien sûr, le, le multivariétal, les associations de plusieurs variétés avec des gènes de résistance qui soient différents, par exemple, ou des associations de céréales et légumineuses, c'est un des piliers forts de l'agroécologie et je ne conteste pas. Mon sentiment, c'est qu'en faisant ça, on a parfois tendance à oublier d'autres piliers assez historiques de l'agronomie, par exemple tout simplement la rotation. Et que ça peut être finalement, au moins dans un premier temps, beaucoup plus facile de développer des espèces comme le pois chiche parce qu'ils viennent jouer un rôle essentiel dans des rotations pour réduire les herbicides en les cultivant en culture pure, que de partir d'emblée sur des systèmes qui sont nécessairement beaucoup plus complexes à cultiver et aussi derrière à trier, etc. et à maîtriser la quantité qu'on produit chaque année. Donc je pense que c'est de dire on place parfois la barre, y compris les sélectionneurs, à un niveau de l'association des cultures et on néglige des choses aussi basiques que la rotation, par exemple. Merci. Attendez, madame, je vous amène le micro. Le multivariétal, c'est à l'échelle de temps, comme vous le dites, voilà, mais ça peut être aussi à l'échelle du paysage, pas forcément de la parcelle aussi. Dernière question, Olivier ? Oui, pour revenir sur l'exemple de la... Non, je ne suis pas... Oui. Pour revenir sur la question de l'utilisation finalement d'une variété de lentilles, en travaillant sur le soja, on a la même problématique sur le soja français pour l'alimentation humaine française. On n'utilise qu'une seule variété alors qu'il y en a, je crois, une vingtaine qui sont sur le marché. Mais alors du coup, dans les programmes de recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre aussi un certain nombre de critères, ce qui fait que donc, qui va intégrer des problématiques liées de transformation du soja, des problématiques qui sont liées à la culture, à l'adaptabilité du soja au changement climatique, ce qui fait qu'on en a la liste des critères qui commence à s'allonger. Et je me demande, mais comment est-ce qu'on peut résoudre alors le problème du cahier des charges du sélectionneur qui voit ces critères de sélection s'allonger à l'infini? Est-ce qu'on a des solutions pour entamer des programmes de sélection extrêmement complexes avec des cahiers des charges très lourds? Alors, c'est une vaste question, puisque dès qu'on parle de programme de sélection, on parle d'argent quelque part, hein, de moyens qu'on peut y dédier, compte tenu, enfin vous connaissez mieux le système que moi. Alors sur le soja, par exemple, vu son importance au niveau mondial, et même si au niveau français, il est pas si important que ça, mais on a quand même beaucoup plus de surface en soja qu'en pois chiche ou en lentilles, hein. Je pense que on peut aller vers ce genre de programme. Mais pour les autres espèces, on peut aussi faire un premier pas. Je vais juste prendre un exemple. Quand on a commencé dans les années 90 à sélectionner des variétés de pois chiches, c'était soit pour l'alimentation animale, et là on a fait des essais pour savoir quel caractère on pouvait prendre, soit pour l'alimentation humaine. Et par exemple, on a travaillé avec le centre de la conserverie pour regarder dans toutes les variétés de pois chiches d'hiver, puisqu'à l'époque on voulait promouvoir des variétés qu'on semait au mois d'octobre, hein, qui ne se sont jamais développées finalement, mais il y a eu pas mal de travaux. Et on les a comparées pour leur aptitude à la conserverie. Donc, si tu veux, on combinait juste un critère d'adaptation à la transformation, mais qui parlait déjà pour les utilisateurs et qui montrait qu'on pouvait avoir des petites pois chiches à grains ronds, bien adaptés au semis d'automne, mais qui donnaient toute satisfaction dans une boîte de conserve parce qu'ils avaient repris de l'eau, par exemple. Donc je pense je mettrais ça en relation entre les moyens, la surface concernée, enfin, ou le volume du marché possible, et le fait de ne pas vouloir aller trop loin. Tu as raison. Jean-Marc. Oui. Merci pour ce résumé sur les 6 premiers points. C'est vrai qu'il y a des débats, ça pose bien les enjeux. L'opposition des systèmes semenciers est effectivement quelque chose qui continue à préexister et qui est probablement très dépassé. Et de savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut justement dépasser cette logique-là. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi pas mal de travail académique à faire sur tout ce qui tourne autour. On parle de recherche participative ou de sélection participative et l'implication justement un petit peu de la génétique dans ces systèmes-là et comment est-ce que tu vois un petit peu ces évolutions-là. Et puis... le deuxième élément, tourne autour de la rupture dans les transitions agroécologiques. Là aussi, on a des fronts de science à explorer parce que
beaucoup d'efforts ont été faits sur l'évaluation des variétés, que ce soit en termes de DHS ou de VATE. Dès qu'on commence à aller parler sur les effets en mélange, service, disservice, synergie, pas synergie, on en manque encore, même tout simplement, de méthodologie d'évaluation. Donc il faut faire évoluer les systèmes d'évaluation. Donc parallèlement, il y a l'investissement qui est fait par les obtenteurs sur les schémas de sélection. Et de l'autre côté, il y a quand même tout un front de sciences un petit peu périphérique, mais qui est essentiel, qu'il faut faire mûrir un petit peu à la fois. Alors, sur ces deux questions, sur la question des mélanges, moi j'admire les sélectionneurs et les chercheurs qui se lancent dans cette question-là d'identifier les critères de sélection sur lesquels on pourra travailler sur l'aptitude à la combinaison, que ce soit entre génotypes d'une même espèce. Je pense qu'il y a des très beaux travaux académiques en cours. Je suis un peu sceptique sur le fait que ça puisse déboucher sur, sur de la sélection, pour une raison simple, c'est que le bon mélange va dépendre de beaucoup d'autres choses que les deux variétés, du type de sol aussi bien que des conditions climatiques. Donc je pense que ça va être très complexe, mais il y a des travaux que je trouve très intéressants. Je ne sais pas jusqu'où ils vont déboucher dans des variétés. Sur alors la deuxième... Ah oui, donc sur les systèmes semenciers. Bon, moi, je me suis laissé embarquer dans ce groupe-là parce que j'étais membre de la CRAI. Et donc, ce groupe était principalement composé de collègues de l'IRD, de l'INRA, du CIRAD, qui sont plutôt des spécialistes de la sélection participative, de la génétique, etc. Il y avait quelqu'un du ministère de l'Agriculture et moi qui étions non pas partisans des systèmes traditionnels, mais en tout cas qui étions plutôt du point de vue des systèmes semenciers. En tout cas, comment est-ce qu'on fait à l'échelle d'un pays pour développer ces techniques? Et bon, j'ai beaucoup appris. Je pense que l'objectif de la CRAI, c'était de dire, essayons de formaliser un questionnement qu'on va pouvoir partager après avec le CGIAR. Ça reste, je pense, un objectif pertinent. Et voilà, je pense que c'est une question qui serait très intéressante pour nos étudiants à travailler dans cet esprit qui est de dire sur la pluralité des systèmes semenciers. De dire, la question n'est pas d'opposer le système classique avec certification, système dominant et des systèmes alternatifs, mais de donner des clés pour savoir, et notamment dans les pays africains, ça se pose vraiment, selon le type d'espèce que j'ai, quel est le meilleur système pour le développer. Mais l'argument, c'est de dire que les systèmes, je dirais, dominants, conventionnels, marchent bien et sont importants quand on a la sélection sur les bons traits. Hein. Je me rappelle que beaucoup de variétés de blé en Éthiopie n'ont jamais servi à rien parce qu'en fait, ce que les paysans voulaient, c'est autant la paille que le grain. Et donc, on fait des variétés à grain court. Donc, si on intègre bien les bons critères de sélection, et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts actuellement au CGIAR là-dessus avec l'approche des produits, je ne sais plus comment ils appellent ça là. Enfin, on définit un idéotype à partir d'un marché, de conditions de produits, et on oriente la sélection là-dessus. Et par contre, je pense que les systèmes alternatifs peuvent être très intéressants sur des petites espèces mineures, mais aussi sur des arbres, aussi sur des espèces qui, de toute façon, ne feront jamais l'objet d'investissements forts du privé, quoi. Parfait. Eh bien, on va vous applaudir, Jacques. Merci à vous. C'est la fin de votre intervention.